Alors, on a fait ça la première année, donc en 2015, et là, il y a eu un très gros échec au niveau de l'évaluation. Parce que quand vous expérimentez une innovation pédagogique, faut jamais penser que tout sera tout bleu, tout rose la première année. Il faut construire sur les échecs et expérimenter. Et moi, la première année de la mise en place de la classe renversée, je n'ai eu aucun problème pendant le semestre. Les étudiants ont travaillé, ont construit leurs cours, les votes pondérés m'ont permis de suivre leur niveau. Au niveau des QCM et autres, tout allait super bien. Le gros échec, je l'ai eu le jour de l'examen final, parce que je n'avais pas changé les règles de l'examen final. Et quand on veut innover dans sa pédagogie, eh bien, on ne peut le faire que sur un alignement complet. Et moi, n'étant pas un professeur ou un enseignant en sciences de l'éducation, j'avais fait ça de manière empirique. Donc, je me suis dit, quand les copies d'examen me sont arrivées, ils ont construit les chapitres par eux-mêmes, ils seront bien meilleurs que si je leur avais fait cours. Et ce qui s'est passé la première année, c'est que quand j'ai récupéré mes copies d'examen, eh bien, je me suis rendu compte que le niveau était très très faible, peut-être 2 ou 3 points de perte sur une moyenne générale. Donc j'étais très surpris et je me suis dit, cette méthode, elle est sûrement très active pour permettre aux étudiants de collaborer, mais elle n'est pas performante pour déclencher un peu leurs apprentissages. Et donc j'étais un peu désespéré après avoir corrigé mes 50 copies, hein, c'est une classe de 50 élèves, même dans l'idée de me dire ça sera ma première et dernière expérience de classe renversée, lorsqu'est arrivée la deuxième session, c'est-à-dire 15 jours plus tard. Donc à l'université, vous avez une première session et une session de rattrapage. 15 jours plus tard, je récupère 10 copies et non plus 50, puisque la majorité des élèves ont validé leur module par compensation. Donc je récupère 10 copies des 10 soi-disant moins bons élèves qui ont besoin de la séance de rattrapage. En général, les séances de rattrapage, le niveau est très très faible. C'est pas en 15 jours qu'un élève rattrape une année ou un semestre de cours. Donc là, au moment de corriger mes copies de rattrapage, je n'avais pas le moral du tout, me souvenant du niveau de la première session. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, sur les 10 copies, je n'ai pas mis une note en dessous de 16 ou 17, pour des élèves très faibles. Et comment les élèves avaient presque aussi renversé ou inversé leur mode d'apprentissage. Alors l'explication, je l'ai eue avec eux, en discutant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ils avaient construit le cours par eux-mêmes et échangé entre eux, ils avaient la perception de bien le connaître. Et donc le jour de l'examen, comme ils avaient beaucoup de matière à réviser, ils ont mis ma matière de côté et se sont contentés de la lire la veille ou l'avant-veille. Et donc moi, comme je n'avais pas corrigé ma façon de changer ma façon de corriger, j'ai corrigé mécaniquement, comme un cours classique, contrôle de connaissances individuelles. Et en deuxième session, lorsque ces élèves n'ont plus eu que 2 ou 3 modules à réviser et 15 jours pour le faire, eh bien, ils se sont mis à apprendre les cours construits. Et là, ça explique que les notes sont montées en flèche. Donc, dès la deuxième année, suite à cet échec, j'ai expliqué le problème à ma deuxième promo et on a travaillé d'entrée pour qu'ils aient un temps important consacré aux apprentissages et pas seulement à la construction du cours, et nous avons aussi changé l'examen final avec dans un premier temps des questions qu'on construisait ensemble, et puis l'année dernière pour la première fois un examen avec des élèves connectés sur Internet. Les 2 premières années, j'utilisais la note sur 20, comme tout le monde. Donc la note sur 20 qui me permettait, quand une équipe me rendait un travail, eh bien de mettre par exemple 15 sur 20 à une équipe, et puis 12 sur 20 à une autre, avec des bonus individuels pour d'autres raisons. Et j'ai fait ça seulement 2 ans, parce que je me suis dit que peut-être que cette note figée, avec des moyennes finalement au mois, eh bien, ne leur donnait pas forcément envie de progresser. Autrement dit, un groupe qui était bloqué à 13 sur 20 de moyenne, pour passer à 14 ou 15, c'était un peu compliqué. Et peut-être que pour certains groupes, viser 12, ça suffisait. Et même pour certains élèves, le 10 sur 20 étant juste une prouesse. Pourquoi se fatiguer pour essayer d'avoir plus? Donc j'ai changé ma méthode de notation et j'ai adopté une méthode par score. C'est-à-dire que je me suis inspiré d'enseignants du primaire qui, pour noter des dictées, donc des professeurs des écoles ou instituteurs ou institutrices, pour corriger des dictées, au lieu de sanctionner les fautes faites à la dictée, eh bien mettez des points aux élèves à chaque fois qu'un mot était bien écrit. Donc une évaluation par notation dans laquelle on payait les résultats et on ne sanctionnait pas.
Donc j'ai arrêté mon système de notation sur 20 et j'ai décidé, et je le fais depuis 4 ans maintenant, qu'à chaque fois qu'un travail m'est rendu, je mets des points. Et donc vous avez devant vous un fichier Excel que j'utilise. Chaque colonne représentée ici sous la forme d'un building est un étudiant et la hauteur de colonne correspond au score. Donc c'est un capital point et les étudiants s'enrichissent et les groupes aussi. Donc je paye surtout les groupes, c'est-à-dire que lorsqu'un groupe ou une équipe me rend un travail de très bonne qualité, je lui donne des points, 20 points, 30 points, 40 points. À la différence de la note sur 20, je n'ai pas de maximum et je peux aussi donner des points individuels pour des actions, des comportements ou des prises d'initiative d'étudiants. Et donc, ce qui se passe, c'est que mes élèves, à chaque séance, peuvent monter leur capital de manière importante. Puisque si je prends par exemple 2 étudiants qui commenceraient mon cours avec l'un 30 points de capital et l'autre 40, alors qu'avant j'avais 2 étudiants, l'un avait 12 de moyenne et l'autre 13 de moyenne, celui qui a 12 de moyenne, il sait qu'il lui faut un certain temps pour passer à 13 ou 14. Et je ne parle pas de celui qui a 18 sur 20 déjà de moyenne ou celui qui a 10. Donc la moyenne s'affiche un peu. Tandis que les points, comme il n'y a pas de maximum, si j'ai 2 élèves au début de mon cours et que l'un des deux a 30 points et l'autre 50, eh bien celui qui a 50 points, il peut sortir de mon cours avec 60. Il est passé en un cours de 50 à 60 ou de 50 à 70. Par contre, celui qui est rentré à 30, il peut sortir avec 130 points ou 90 points, puisque c'est payé, entre guillemets, en fonction de la qualité, de la quantité du travail. Et comme ils savent qu'ils ont plus de points par équipe qu'individuellement, eh bien, ça favorise aussi le travail d'équipe. La dernière séance, et c'est ce que je vais faire là la semaine prochaine, on va transcrire ces points en notes sur 20 avec eux. Donc moi, je leur envoie les histogrammes, je leur envoie les nuages de points. Ils peuvent avoir leur score. Je ne diffuse pas les scores de manière globale, mais ils peuvent avoir leur score de manière individuelle en m'envoyant un message. Alors, comme l'essentiel de la notation est par équipe, il a fallu que je repère les passagers clandestins. Donc, pour repérer les passagers clandestins, j'ai utilisé une méthode qui est adaptée d'un test d'entreprise qui s'appelle le 180 degrés. Donc, il faut mettre les élèves en confiance. On leur fait remplir des petites fiches. Je fais ça au bout des 2 tiers du semestre. Et je leur demande d'abord de s'auto-évaluer sur certains critères. Donc chaque élève s'auto-évalue. Exemple, quelle a été ma contribution au travail de l'équipe en termes de recherche d'informations, écriture du chapitre, illustration des chapitres, explication aux autres, présentation en classe, présentiel. Enfin, je choisis des comportements importants. Et ensuite, lorsque chaque élève l'a fait, eh bien, il va évaluer l'impression, et donc c'est pas un jugement ni une note, il va évaluer l'impression qu'il a du travail des autres par rapport à lui. Donc je ne demande pas à un étudiant de noter un autre élève, je demande juste à chaque étudiant de mettre sur une fiche individuelle, est-ce que tel élève ou tel autre dans mon équipe a travaillé autant que moi, un petit peu moins que moi ou un peu plus. Et je leur stipule bien le fait que ce que je leur demande, c'est l'impression qu'ils ont. Sachant que un élève peut très bien avoir l'impression qu'un autre travaille moins, mais en fait il travaille plus ou mieux, mais qu'il a une façon différente. Et donc je fais ça, les étudiants me font confiance, le deal est le suivant, si vous faites ça de manière honnête, moi ça me permet de contrôler vos impressions avec les miennes. Donc j'ai mes propres impressions comme prof, j'ai les fiches des élèves qui me reviennent, jamais je leur rends le résultat, et ce résultat n'implique aucun changement sur la note. Donc c'est juste un thermomètre, un baromètre qu'ils utilisent et que je compare au mien. Et je leur dis, si vous le faites sérieusement et honnêtement, moi ça me permet de repérer si ceux que j'ai repérés comme contribuant moins sont les mêmes que vous, c'est juste une comparaison d'impression. En général, sur 50 élèves, j'ai 5 passagers clandestins et je peux vous dire que je les ai repérés avant le test. Mais ce test est intéressant parce qu'il me permet de repérer sur une promo de 50 élèves, 3 ou 4 que moi j'avais identifiés comme des élèves contribuants, mais que très clairement, avec les histogrammes que produit le test, que très clairement, 5 élèves sur 6 considèrent comme quelqu'un dont ils pensent qu'il contribue moins au travail. Donc ça me permet de recevoir ces étudiants, discuter avec eux, et là c'est dans le cadre de ce webinaire, c'est un peu plus difficile de vous l'expliquer en détail.